Bienvenue si vous nous rejoignez dans le temps de l'information. Dans un instant, il y aura notre nouvelle chronique hebdomadaire qui s'appelle Les Vérificateurs et qui va vous aider à muscler votre esprit critique pour lutter contre les fake news. Regardez par exemple ce site d'information, ou plutôt ce site de fausses informations. Il a tous les codes d'un site informatif, news, où on a l'impression qu'il dit la vérité. Il véhicule ce qu'on appelle des fake news. On va décrypter pour vous aider justement à essayer de déguiser cet esprit critique, de percevoir les fausses informations. Mais tout de suite, à 11h30, c'est l'heure du grand entretien et on va revenir sur un rapport qui a fait beaucoup de bruit cette semaine, qui a provoqué aussi la controverse. C'est le rapport sur la stratégie d'entrisme des frères musulmans. Et nous avons la chance d'avoir sur ce plateau Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Merci d'avoir réservé votre parole à LCI. Votre voix était très attendue puisque ça fait des années que vous alertez contre cette stratégie d'entrisme des frères musulmans. Vous avez mené quand même un chemin de croix pour la République. Vous aviez appelé de vos voeux la loi séparatisme. Vous aviez lancé la polémique sur l'islamo-gauchisme à l'université, au point d'être jugé par certains intransigeant, clivant. Et voilà ce rapport qui semble accréditer la thèse que vous défendez depuis des années. Qu'est-ce que vous répondez d'abord, première question, à ceux qui ont dit de vous « Oh là là, Blanquer, c'est un laïcard ». D'abord, je déteste ce mot de laïcard, en effet, parce qu'il vise à caricaturer tout simplement une position laïque, normale, en réalité équilibrée et calme, que j'ai toujours eue, et qui est que si nous voulons être bien dans notre République, il faut se respecter les uns les autres, avoir la liberté de conscience, la liberté d'avoir une religion ou de ne pas en avoir, et ne pas chercher à faire du prosélytisme. Ce sont des idées simples, claires, à mon avis partagées par 90% des gens. Mais il y a des secteurs qui essayent toujours de mettre de la violence derrière tout ça, et c'est pourquoi vous pouvez être facilement caricaturé, même quand vous dites des choses simples, équilibrées et à mon avis, totalement républicaines. Ce rapport, vous l'avez lu, j'imagine. Est-ce que vous l'avez jugé trop naïf, fantasmatique? Comment est-ce que vous l'analysez? Non, je l'ai trouvé normal. J'ai trouvé qu'on n'apprenait pas forcément énormément de choses, mais c'était un bon travail de synthèse par rapport à des choses qu'on sait depuis assez longtemps. Il a quand même de grands mérites, c'est de faire le point, et puis surtout maintenant d'être public, et donc de permettre d'avoir une vision posée et objectivée du sujet. Donc je trouve que c'est un rapport utile et plutôt bien fait, oui. Alors il y a le rapport, et il y a effectivement la voix des politiques qui ont fait son compte-rendu. On va écouter Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, parler donc de ce même rapport. Ce rapport indique qu'il y a une menace très claire vis-à-vis de la République, qu'il y a une menace sur la cohésion nationale et qu'il y a une menace vraiment de subversion. Sous une forme très particulière qu'emploient les frères musulmans, c'est un entrisme, c'est un islamisme à bas bruit, mais l'objectif ultime, c'est de faire basculer toute la société française dans la charia. Et ça c'est inacceptable puisque c'est parfaitement à la fois incompatible avec les principes de la République, et c'est aussi incompatible avec les objectifs de la cohésion nationale. Alors, faire basculer toute la société française dans la charia, la petite musique qui monte, c'est qu'il y a eu instrumentalisation politique de Bruno Retailleau. Est-ce que vous êtes d'accord? Je ne sais pas, mais je ne crois pas. D'une certaine façon, ce qu'il dit, nous le savons depuis 1928. Vous accréditez donc tous les mots qu'il vient de dire? Il y a une islamisation à bas bruit. Chacun a ses mots et sa façon. En réalité, je ne varie pas sur le sujet depuis que je m'exprime publiquement sur cette question. Et je cherche certainement pas à en rajouter. Mais comme je vous le disais, je pense qu'on sait ça depuis 1928, puisque les frères musulmans eux-mêmes disent que leur objectif, c'est le déploiement de leur religion à l'échelle planétaire. Donc voilà, ils le disent, on voit bien qu'ils le font, il n'y a rien de polémique à le souligner, c'est un fait. Et soit on est d'accord avec leur projet, soit on n'est pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Donc je considère que mon pays, et d'ailleurs pas seulement mon pays, parce que les autres pays d'Europe sont encore moins bien outillés que la France pour faire face à ça, doit évidemment se défendre et le faire avec une sorte de force sereine qui est indispensable. Donc je pense qu'il ne faut pas se tromper de débat ou de polémique, il faut être très serein, mais en regardant les problèmes en face. Et en regardant les chiffres, et en se montrant fort. Mais se montrer fort, ça ne veut pas dire se montrer énervé. Ça veut dire se montrer fort, ça veut dire faire les choses. Ouais. Ça veut dire décider surtout, oui. Non? Comment? Oui. Ça veut dire prendre des décisions. Prendre des décisions, tout ce qu'il y avait dans ce rapport, vous le saviez, on a des chiffres un peu plus précis, il n'y a pas vraiment de surprise. Le problème maintenant, c'est qu'il faut prendre des décisions qu'on n'a peut-être pas voulu prendre jusqu'à présent.
Alors, vous avez raison, mais en même temps, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu des décisions. Peut-être pas assez, et qu'il faut aller plus loin, mais il ne s'est pas rien passé depuis quelques années. Je considère que les références, les paradigmes de référence ont beaucoup changé en France depuis une petite dizaine d'années. Et moi-même, au sein de la majorité présidentielle, lors du premier mandat, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour que les positions évoluent. Je crois qu'elles ont évolué. D'ailleurs, si vous regardez le bout de majorité actuel, je ne sais comment le qualifier, il est plus républicain que ne l'était le grand magma de plus de 300 députés du premier mandat. Et il y a eu un travail qu'on pourrait qualifier de conscientisation qui s'est passé. Il est absolument indispensable, mais il est vrai aussi à l'échelle de la population. Puisque dans la population, vous avez toujours eu une avant-garde assez consciente du sujet. Vous avez aussi toujours eu la masse de la population voyant les problèmes au quotidien, mais vous n'avez jamais eu une façon un peu organisée de faire face à ça. Et les premiers éléments un peu d'organisation, c'est d'abord la loi de 2004 qui a quand même été une très grande loi, très réussie lorsqu'elle a interdit les signes ostentatoires à l'école, puisque c'est une loi simple, claire et appliquée. De la même façon, la loi confortant les principes de la République que nous avons préparée et qui a pu commencer à être mise en application en 2021 est clairement un changement. Par ailleurs, toute une série de choses que j'ai pu faire à l'Éducation nationale, on l'a aussi montré un grand virage, si vous voulez. C'est-à-dire Alors, on peut y venir si vous voulez. Quand on regarde les chiffres, effectivement, dans ce rapport, moi, il m'interroge. On parle de 139 mosquées problématiques sur 2800, ça fait à peu près 5%. 127 associations sportives fréristes sur 325 000 associations, donc c'est 0,004%. Ça, ces petits chiffres sont de nature à faire basculer toute la France dans la charia ? Non, alors, sur tous ces sujets, il faut discerner beaucoup de questions. D'abord, ça met en danger la société ? C'est pas toutes les mosquées qui mettent en danger la société. Il faut des mosquées comme en tant que lieu de culte et avoir une vision, je dirais, apaisée de ça. Comme on a la mosquée de Paris depuis le début du XXe siècle et jusqu'à il y a peu de temps, ça posait pas un problème. De la même façon, vous avez des mosquées avec des imams tout à fait dans l'esprit républicain. Et parmi les choses qui ont été faites ces dernières années, il y a eu la création, dans la foulée de la loi confortant les principes de la République, d'une fondation pour l'islamologie permettant de former les imams d'une manière convenable et leur permettant d'être des avocats des principes républicains. Donc vous avez clairement deux façons d'envisager ce qu'est une mosquée en France. La bonne et la mauvaise. La mauvaise, il faut l'interdire, il faut fermer des mosquées. C'est arrivé d'ailleurs plusieurs fois. Je pense qu'il faut avoir une stratégie complète d'éradication du radicalisme islamiste et séparer la majorité de nos compatriotes musulmans qui sont républicains et qui sont les premières victimes d'ailleurs de l'islamisme radical, des fanatiques, des radicaux, soit ceux qui sont explicites, soit ceux qui parfois font les choses de manière plus cachée. Et donc cette stratégie, c'est une stratégie d'État qui a commencé et qui doit maintenant vivre une sorte d'acte 2. Mais j'insiste, pas en faisant des déclarations à l'emporte-pièce, mais vraiment une stratégie lourde en profondeur, qui parfois peut faire l'objet de communication, parfois peut être faite autrement. Bien des choses ont été faites d'ailleurs depuis quelques années en cette matière. Parfois le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit. Alors allons sur le concret, écoutons la proposition de Gabriel Attal, donc de Renaissance, qui lui propose d'interdire le voile aux moins de 15 ans. Quand la République est défiée par des organisations qui, de manière coordonnée, comme c'est précisé dans le rapport qui a été remis au gouvernement aujourd'hui, imposent à des fillettes de 5-6 ans de se voiler pour défier les règles de la République, je considère qu'on doit agir et qu'on ne doit pas rester les bras ballants. Alors ça, c'est ce même Gabriel Attal qui, en 2019, avait un peu un autre débat. Par exemple, il disait, justement, il s'était prononcé contre un amendement sur l'interdiction des signes religieux par les parents accompagnateurs de sortie en disant « Ce débat, c'est un serpent de mer, ça ne sert à rien de faire de la politique, de la stigmatisation symbolique ». Il y a un petit volte-face de communication politique, là ? Peut-être, je vous laisse le dire, mais je suis heureux que l'évolution aille plutôt dans le bon sens. Dans le bon sens, si vous voulez. Mais c'est vrai que j'ai eu, lorsque j'étais ministre, à combattre dans la majorité des tendances un peu inverses. Il était contre vous à l'époque, Gabriel Attal, on peut le dire. Lorsque j'ai dit que le voile n'était pas souhaitable, il trouvait que c'était pas une bonne idée de dire ça. Et pourtant, c'était plus modéré que ce qu'il vient de dire. Alors comment vous qualifiez aujourd'hui le fait qu'il ait changé d'avis? Il veut se faire remarquer, peut-être? Ça, c'est à lui qu'il faut poser la question, mais c'est surtout cet effet de conscientisation générale, je pense.
Il y a des moments où dire certaines choses est populaire et d'autres, des moments où c'est la même chose n'est pas populaire. Il faut la dire et quand c'est populaire et quand c'est pas populaire. Voilà, c'est ma ligne et je pense que les Français ne se trompent pas là-dessus. Et qu'est-ce que vous pensez de sa proposition? Vous êtes pour ou vous êtes contre? Je crois je ne pense pas. Ça, c'est une proposition qui va sur l'aval, si on peut dire, c'est-à-dire sur les conséquences plus que sur les causes. Et si demain matin, il y avait une mesure de ce type, on aurait de grandes difficultés, je pense, à l'appliquer. Donc il vaut mieux avoir une stratégie d'ensemble. Je pense que cette stratégie d'ensemble, elle passe d'abord par le fait d'avoir les idées claires. On en a un exemple avec ce rapport. Le rapport permet d'avoir les idées claires. Vous savez, en arrivant en 2017, on a créé le Conseil des sages de la laïcité à l'école. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait l'Observatoire de la laïcité, qui en réalité était très complaisant avec le développement de l'islamisme en France, et de l'islamisme politique en particulier. En créant le Conseil des sages de la laïcité, on a créé en quelque sorte une vision différente, plus républicaine. L'Observatoire a été supprimé, et je m'en suis réjoui, je pense y avoir contribué. Ce Conseil des sages, lui, a eu beaucoup de dynamisme. C'est lui, par exemple, qui a accompagné des mesures comme ce qu'on a fait après la loi dite Gatel, qui nous permet aujourd'hui, qui permet à l'État de fermer des écoles lorsqu'elles sont extrémistes. Et auparavant, on ne pouvait pas le faire. Maintenant, on le fait. Là aussi, c'est des choses qui se font, je dirais, sans bruit, mais c'est fait. Et les écoles hors contrat salafistes, par exemple, ont été fermées. De même, j'ai pris la mesure limitant l'instruction en famille, qui a été une mesure allant dans la même direction. Donc, il est impératif d'avoir un conseil des sages de la laïcité comme nous l'avons. Je note que depuis 2022, les ministres successifs ne l'ont pas tellement utilisé, donc il faut maintenant lui donner une sorte de vitalité. Il est présidé par Dominique Schnapper. Il a une très grande légitimité, ses travaux sont très forts, et surtout on voit bien, et on le voit avec ce rapport, qu'il faut des analyses, qu'il faut avoir une vision complète, qu'il faut proposer à l'autorité politique des stratégies. Et donc moi, ma préconisation serait de demander à ce Conseil des sages, d'abord d'avoir une compétence élargie, pas seulement éducation nationale. Vous voyez par exemple sur le sport, il aurait beaucoup à dire et à faire. Et d'ailleurs, c'était dans l'actualité récemment. Et d'aller plus loin, de donner une compétence plus forte. Donc, et qu'une stratégie de lutte contre la radicalité émane de ce Conseil dans peu de temps, et avec des mesures assez simples. Par exemple, nous devrions être beaucoup plus efficaces en matière d'expulsion des imams radicaux et beaucoup plus stratégiques dans notre capacité à empêcher d'agir. Ce qui peut passer par l'interdiction des frères musulmans en France. Je suis évidemment d'accord avec ça, mais vous voyez, je commence d'abord par l'amont, et puis après, l'objectif, puisqu'en effet, il est important d'éviter que dans l'espace public, il y ait une espèce de poussée de l'islam politique, au travers notamment du voile, et bien qu'ensuite, un deuxième ou un troisième temps permette cela. Soyons au moins aussi stratégiques que l'ont été les frères musulmans depuis 1928, et donc pas en faisant des zigzags, mais en ayant une ligne sur des dizaines d'années. Et c'est possible parce que je sais que, j'ai la conviction que, encore une fois, 90% des Français, y compris les Français de confession musulmane, 90%, désirent cela. C'est pas la première fois que vous dites ce chiffre, vous dites 90%, mais il n'y a pas eu de sondage. Il y a quand même énormément de musulmans aussi qui se sentent stigmatisés, qui disent attendez, mais voilà, on parle d'entrisme, de frères musulmans, et ma religion va être stigmatisée. Ça, ils sont, voilà, peut-être qu'ils sont pas. Il faut entendre cet argument, qui est d'ailleurs dans le rapport, je ne le néglige pas. Alors moi, j'ai toujours lutté contre tout effet de victimisation excessif, parce que c'est un peu facile. Quand on me dit deux poids, deux mesures, je dis regardez ce qui s'est passé pour les congrégations religieuses catholiques françaises au début du XXe siècle. Toutes les religions ont eu ou ont à passer par le fait de respecter le cadre républicain. Et aujourd'hui, le catholicisme s'est rangé. Et aujourd'hui, quand il sort de là, d'ailleurs... Il n'y a pas un deux poids, deux mesures. Quand on lit, par exemple, la déclaration de Manuel Valls, d'ailleurs, qui sera l'invité demain de LCI à midi, l'événement du dimanche, qui dit « Le voile n'est pas un signe religieux, c'est un signe politique. C'est l'étendard d'une lutte, d'une forme de totalitarisme. Il nous faut une loi séparatisme de en quoi, effectivement, le voile musulman est différent du voile de bonne sœur. Pourquoi est-ce que vous faites ce distinguo, justement ? Ou est-ce que vous le faites aussi ? Il suffit d'aller dans certaines villes pour savoir faire le distinguo. Lorsque j'étais ministre, j'ai désigné plusieurs villes, je les ai nommées à l'époque, ça avait fait déjà une certaine polémique. Mais encore une fois, je préconise que nous ayons une vision, encore une fois, de force tranquille sur ces questions, c'est-à-dire une stratégie posée, explicite, connue de tous. Pourquoi pas un référendum un jour, puisque vous me demandez si en effet les Français sont derrière cela, et non pas... ce sera en aucun cas quelque chose contre les musulmans, ce sera quelque chose pour les musulmans, pour qu'ils puissent exercer... Quelle serait la question ? Eh bien, si on élaborait la stratégie dont je vous parle, de lutte contre la radicalité,
préparée par le Conseil des sages de la laïcité. Et bien cette stratégie serait soumise à un référendum, c'est tout à fait possible. Et c'est pas un référendum populiste, c'est pas un référendum simpliste, c'est au contraire un référendum qui dirait bon, qu'est-ce que la France propose tranquillement pour permettre à la confession musulmane de s'exercer tranquillement au bénéfice de ses croyants et au détriment des fanatiques qui essayent de l'instrumentaliser. Et ce serait, les principaux bénéficiaires de ça seraient tous les musulmans républicains qui sont la majorité des musulmans. Donc je crois qu'aujourd'hui, j'entends l'objection que vous avez faite sur le risque de sentir une stigmatisation, mais je pense que ça peut être tout le contraire, et ça dépend justement de la façon dont on fait les choses. Depuis le début de cet entretien, vous parlez de vision, de stratégie à long terme, de la puissance qu'il faut à un niveau politique pour réussir à imposer des idées. Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre de tout ce que vous avez réussi à faire. Vous avez eu notamment à gérer le cas Samuel Paty. Est-ce qu'il n'y a pas tout simplement un problème au sommet de l'État ? Vous étiez un proche du président de la République. On sait qu'il a été gêné par le fait que finalement le rapport se trouve sur la place publique. Est-ce que le problème est le fait que la France ait eu autant de mal peut-être à être une force tranquille, comme vous le disiez, sur ces sujets-là, n'est pas, ou moins avec une petite partie, la cause d'Emmanuel Macron de ne pas être à l'aise sur ces sujets-là ? Le sujet dépasse la question de la personne du président de la République, c'est la capacité pour la démocratie à avoir des stratégies de long terme sur certains sujets. Ce n'est pas vrai uniquement du sujet qui nous occupe là. Vous pouvez le dire pour l'énergie nucléaire, par exemple, vous pouvez le dire pour l'école, évidemment. Il y a beaucoup de sujets qui réclament une vision à long terme. Et parfois, les autoritarismes paraissent supérieurs, regardez la Chine, parce qu'ils ont évidemment moins de contraintes que les démocraties. À nous de démontrer que la démocratie est capable d'avoir des visions de long terme. Mais est-ce que le président de la République est suffisamment à l'aise sur ces sujets pour justement faire de cette idée et de ces idées, de cette puissance, et est assez à l'aise pour la provoquer justement ? C'est à lui qu'il faut poser la question. Est-ce que j'ai vu des moments de grande mobilisation de sa part sur le sujet, notamment quand on préparait la loi confortant les principes de la République. J'ai vu moins cela dans la campagne de 2022, par exemple, lorsqu'il félicitait une jeune fille de porter le voile, que c'était un signe de liberté. Donc c'est vrai que j'aurais souhaité une ligne plus nette en permanence, mais je crois que là, en organisant la réunion qu'il a organisée, c'est cette ligne qui se retrouve. Maintenant, ce qu'il faut, c'est regarder non pas ce qui va se passer l'an prochain, mais ce qui va se passer au cours des 10 prochaines années. Donc c'est pourquoi moi je préconise pas forcément une loi, pas forcément une mesure isolée, mais, pas une loi séparatiste, mais une nouvelle étape. Et ce ne serait pas parce qu'on découvrirait le problème aujourd'hui. Encore une fois, nous ne partons pas de zéro. Il s'est passé des choses importantes, y compris sous l'impulsion du président de la République. Et aujourd'hui, il faut passer à une sorte de phase 2. Et cette phase 2 ne repose pas nécessairement sur la loi. Elle repose sur des mesures de tous ordres. N'oublions pas que sur ces sujets, il y a le juridique, mais il y a aussi le culturel, le politique, le psychologique.